Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bel automne. Alors, j'ai fait une petite capsule / épisode aujourd'hui par rapport au portefeuille d'investissement. C'est une question qui revient régulièrement. Beaucoup de monde m'écrivent pour dire « j'aimerais mettre ça dans mon portefeuille, j'aimerais mettre ça, qu'est-ce que t'en penses ?» Et c'est aussi un sujet des fois de chicane sur un groupe Facebook. Là, faut passer. Une personne a demandé « qu'est-ce que t'en penses si j'investis là ?» J'ai $1000 à placer. J'avais mis en story d'ailleurs pour ceux qui sont sur Instagram. Et il y avait mis « j'ai $1000 à placer. Est-ce que je le mettrais dans le S&P 500 ?» Ou il y avait écrit « j'ai $1000 à placer. Où est-ce que je pourrais le mettre ?» Et là, le nombre de commentaires, c'était VEQT, XEQT, S&P 500, S&P 500, VEQT. Et moi, j'ai répondu « lis des livres, écoute des podcasts, lis des infolettres, informe-toi. » Prends rendez-vous avec un professionnel, si t'as un ami qui est conseiller en sécurité financière, planificateur financier, pour lui parler de ça. Par exemple, si t'as une personne contact, et tous ceux qui vont, c'est sûr, j'ai poussé la note, j'ai dit tous ceux qui vont te conseiller d'investir dans le S&P 500 ou dans le VEQT sont stupides. Pourquoi? Parce qu'ils te connaissent pas. T'as quel âge? C'est pour combien de temps que tu veux placer ça? Est-ce que c'est dans ton CELI app? Est-ce que c'est pour t'amuser? Est-ce que c'est pour faire un gain rapide pour le sortir avec un 5, 6, 7, 8% d'ici un mois parce que tu as besoin de cet argent-là? On le sait pas et ça me fait toujours un peu rire des gens qui vont recracher l'information qu'ils ont entendue, qu'ils ont lu dans le livre de Nicolas Bérubé, par exemple, qui est excellent. Ah, et VEQT. Oui, mais pourquoi? Et ça devrait être illégal, en fait, de donner des conseils d'investissement, de dire tu devrais investir là-dedans sans connaître la personne. En fait, c'est dangereux, ça fait l'effet inverse parce qu'en plus, la personne, elle l'a dit sur le post, elle est débutante. Donc là, la personne est débutante, puis on va lui dire, va dans quelque chose qui peut perdre 10, 15, 20% dans quelques semaines. Lui, s'il connaît pas ça, va se dire, voilà, non. Donc, on devrait d'abord informer la personne sur ça, sur les corrections boursières, les cycles boursiers, etc. Donc, c'est une question qui revient régulièrement. Vous le savez, j'offre des consultations privées de 30 minutes ou 60 minutes parce qu'à un moment donné, quelqu'un qui me dit, j'aimerais mettre ça dans mon portefeuille, peux-tu regarder si je suis dédoublé? Je ne connais pas tous les fonds par cœur. Et des fois, il y en a qui vont aller dans des fonds américains, des fonds canadiens, que beaucoup sortent encore à chaque année. Donc, je dois prendre du temps, mais même si c'est quelqu'un que je veux aider, mais c'est que je dois prendre du temps pour aller, moi, regarder le fond, regarder le courriel ou le message que vous m'envoyez ou le vocal que vous m'envoyez. Donc, des fois, je me dis, pour donner pour faire un meilleur filtre et pour donner un meilleur service, bien, les gens veulent prendre 30 minutes de mon temps et plus, on va juste s'asseoir puis vous allez avoir le meilleur service. Et aujourd'hui, donc je l'ai dit, on parle de portefeuille, puis je suis content parce que c'est une personne qui a pris une consultation et qui m'a gentiment donné l'autorisation de parler de lui et qu'on analyse un petit peu son portefeuille. Donc, qui m'avait envoyé, quand vous prenez une consultation, vous pouvez m'envoyer un courriel avec toutes les notes préparatoires pour notre rencontre, ce qui m'aide beaucoup à me préparer plutôt que de perdre entre guillemets notre temps précieux qu'on a à analyser ça. Il me l'envoie avant. Entre-temps, on parle aussi d'objectifs quand on bâtit un portefeuille, puis les gens trouvent ça un peu bidon, mais pourquoi tu veux cet argent-là? C'est pour quelle raison? Quel est ton style de vie que tu veux? Est-ce que tu veux exploser ton CELI puis avoir des millions? Ou est-ce que tu dis, c'est quoi, moi aussi, j'ai ma maison, j'ai ma famille, puis c'est fou comment ça change aussi avec le temps. Là, dernièrement, je fais un petit peu moins de podcast, un peu moins de création parce que je suis dans ma saison de fermeture de piscine. Et c'est fou parce que tu m'aurais dit ça dans quelques années, je t'aurais dit non, jamais je ferai un métier plus manuel parce que là, fermeture de piscine, je suis dehors avec Amadou, on porte la pompe, on s'en va avec les gros tuyaux, on met la main dans l'eau qui est rendue pas mal sale des fois, on attend que l'eau descende, mais ça arrive des fois qu'on va mettre notre main dans l'eau. Puis ce que avant je n'aurais jamais fait. Moi, à 26 ans, j'étais chez Randstad professionnel, puis c'était le plus haut niveau, puis c'était le fun d'être chez Randstad professionnel. Ça donne une certaine prestance, un certain sérieux également. Et puis maintenant, je suis comme tu me demanderais de retourner dans un milieu ultra corpo où est-ce qu'il faut justement, en bon français, failloter, être gentil avec le monde et tout. Je serais pas capable. J'aurais beaucoup de misère et ce qui est bizarre, c'est ce qu'on voulait quand on était jeune. Eh bien, ça change un peu quand on voulait une nouvelle auto, quand on voulait un nouveau jouet quand on était petit, du nouveau linge. Puis une fois qu'on l'a, on est comme, finalement, c'est pas vraiment ça que je voulais.
Puis vous le savez, je vous l'ai répété assez souvent. Et là, j'arrive à ce moment-là de ma vie où je suis comme, parce que je parlais justement des piscines, j'ai eu un souper, puis la personne me disait, ça te tente pas de louer un local, avoir des équipes, différentes équipes sur la route? Puis j'étais comme, non, où est-ce que je suis rendu dans ma vie, sans être multimillionnaire, mais où est-ce que je suis rendu dans ma vie? Je veux juste la simplicité, je veux juste passer du temps avec ma famille, je veux pouvoir faire ce que je veux, me lever un petit peu plus tard, me coucher un petit peu plus tard, me coucher plus tôt, ne pas avoir ce stress-là. Puis justement, je sors d'une consultation avec une jeune fille qui s'appelle Jade. Et elle me parlait justement, malheureusement, sa maman est décédée, elle a hérité d'un gros montant d'argent. Et elle me disait, une fois que je vais avoir placé pour mon CELIAP, une fois que mon CELI va être rempli, elle dit, elle veut pas de voiture de luxe, elle veut pas de grosses maisons, elle veut voyager un peu, mais sans plus. Puis avec le montant qu'elle a eu, elle en a en masse pour faire tout ça. Puis c'est là que c'est fou, c'est une fois qu'on l'a, on réalise que c'est plus vraiment ça qu'on veut. Quand je fais mes piscines, je suis dehors, j'ai pas accès à mon téléphone, alors que c'est quelque chose qu'on a voulu toute notre vie d'avoir un téléphone, d'être connecté. Maintenant, je suis content. Je pose mon téléphone, on profite du soleil. À date, on est content, on a des super bonnes températures. Il fait super beau, on profite des couleurs de l'automne, fait beau. Je peux parler avec Amadou, on parle avec les clients, on se fait des super bons contacts également. Donc, c'est pour ça que je suis un petit peu moins présent. Et j'aime vraiment ce que je fais, par exemple, avec les piscines. C'est fou à quel point, en fait, je pensais pas. Puis je suis comme, ça peut être intéressant. J'ai aussi dernièrement vendu une autre compagnie. Donc, le gym que j'avais a été vendu. Et je suis maintenant actionnaire d'un nouveau gym qui s'appelle Patriot Jiu-Jitsu. Très content de mon move. Donc, dans les compagnies que j'ai vendues en moins de 3 ans, ça m'a donné une belle chose. C'est-à-dire que j'ai fait plus de $500 000. Donc, pour moi, c'est un super bon milestone. On a ce qui s'appelle la déduction de gain en capital. Donc, quand vous gardez une entreprise en tant qu'actionnaire pendant plus de 2 ans, vous êtes assujetti à la DGC, la déduction de gain en capital, où vous ne payez pas d'impôt à la vente. Entre guillemets, il y a toujours des petits trucs à voir avec votre comptable, mais en gros, les gouvernements nous donnent, on est rendu à 1,1 ou 1,2 million peut-être à valider là en 2025, où est-ce qu'on ne paye pas d'impôt sur les actions qu'on a vendues. Donc, très content d'atteindre ce milestone-là. Puis, je compte faire la même chose avec Piscine Éclat. Je ne pense pas garder ça à 50%. Probablement qu'un jour, je vais me départir de part. Donc, mon but, ça va être de m'approcher du million. Je trouve ça toujours le fun de faire ça. Puis, on parle encore d'entrepreneuriat, j'adore ça. Mais c'est vrai que c'est pas un métier qui c'est pas facile de se lancer là-dedans, de dépendre de ce que toi, tu vas générer. En fait, chaque dollar généré vient de toi ou de tes équipes. Donc, c'est quand même pas facile. Je vous parle du portefeuille qui s'appelle François. Et donc, je vais regarder un petit peu mon ordinateur. Je vous parle un petit peu de lui. Peut-être que vous allez voir des ressemblances avec vous. Mais François, 33 ans, Rive-Sud de Montréal, c'est un électromécanicien industriel. Je sais pas trop s'il y a d'autres types d'électromécaniciens, mais il m'a écrit industriel. Il a fini son DEP. C'est un gars... je le connais, donc débrouillard et agile, on va dire, bon avec ses mains. Il est salarié, il travaille pour une grosse entreprise, mais il me dit qu'un jour, il aimerait se lancer à son compte. Puis je pense que c'est une très belle chose d'essayer des fois de se lancer à son compte, surtout dans des métiers comme ça où c'est assez facile de se retrouver ensuite dans notre métier. Je pense qu'en fait, dès qu'on est jeune, on devrait donner à nos enfants à l'école de se lancer dans l'entrepreneuriat. Quand ils sont jeunes, d'avoir un projet d'entrepreneuriat, ça façonne tellement la vie. Première maison, en tout cas, il a acheté sa maison, je sais pas si c'est la première, 2018 avec sa conjointe, 420 000 à l'époque, donc quand même une belle baraque. Et aujourd'hui, avec la hausse des valeurs, elle vaut environ 600 000 et il lui reste environ 300 000 sur son hypothèque. Il fait environ 85 000 par année, mais travaille souvent les soirs et les nuits, donc est capable de faire un petit peu plus d'argent et met environ 15 000 par année entre son REER et le CELI. Pas d'enfant, mais c'est quelque chose qu'il aimerait vouloir un jour, d'ici des quelques années proches. Et il dit qu'il y a une très bonne tolérance au risque. Il y a un REER d'environ 135 000, mais qui est avec un conseiller en sécurité financière et un autre, je suppose, qui est splitté avec son employeur et il n'est pas très actif dessus. Ensuite, il y a un CELI d'environ 90 000 qui fluctue beaucoup. C'est ça qu'on va regarder aujourd'hui, son CELI. Et ensuite, il y a une marge hypothécaire disponible de à peu près 40 000 qui n'a jamais utilisé et un fonds d'urgence de 10 000. Je rappelle, CELI, compte d'épargne libre d'impôt, tout ce que vous allez faire dans votre CELI ne sera
pas imposé. Si vous achetez dans votre CELI des actions américaines, alors vous avez une retenue d'environ 15% sur vos dividendes. Sauf qu'habituellement, quand on s'en va investir dans des compagnies américaines, c'est pas pour viser des grosses dividendes. Donc, c'est pas non plus quelque chose qui va énormément nous tirer dans le pied. Et par contre, si vous investissez dans votre REER et que vous achetez des compagnies individuelles américaines, vous ne payez pas la fameuse pénalité, on va dire, de 15%, la retenue de 15% sur vos dividendes dans le CELI, oui. Donc, composition du CELI, c'est assez simple, donc ça prendra pas trop de temps. 10% dans Google. Juste avant, parce qu'il y a un petit truc important, il y a une marge hypothécaire disponible. Super important, la marge hypothécaire. Habituellement, vous allez avoir sur votre maison, vous pouvez emprunter sur l'équité que vous avez déjà payée. Donc là, lui, je sais pas pourquoi il y a 40 000. Moi, par exemple, avec ma banque, on peut emprunter quand même pas mal sur ce qu'on a déjà remboursé. Donc, je pense que c'est 80% avec la TD qui peuvent nous prêter à un taux qui, comme là, par exemple, on a acheté une voiture en février avec ma conjointe. Le taux était à 8,99. On a dit, ok, parfait, fine. Mais dès qu'on a eu la voiture, on a pris rendez-vous avec la banque, on a emprunté exactement le même montant sur notre marge hypothécaire qui était à 4 points quelque chose à l'époque. Et on a payé la totalité de la voiture. Donc, on a sauvé le taux d'intérêt au lieu de payer 8,99. On a payé genre 4,5. Et donc, la différence d'intérêt qu'on allait payer pour l'auto, on la met plus dans le capital que dans les intérêts. Donc, ça peut être intéressant. Pour ceux qui ont une Inc, il y a aussi ce que vous pouvez faire, c'est ce que j'aime faire, c'est l'avance à l'actionnaire. Donc, vous avez 2 ans pour la rembourser à compter si vous la prenez juste après vos états financiers. Un petit peu plus avancé, mais si vous avez une incorporation avec de la liquidité, vous pouvez vous prêter de l'argent à 0% d'intérêt pendant 2 ans, chose que j'ai fait d'ailleurs. Donc, je vous le conseille. On revient sur notre CELI de François. Donc, 10% Google, 50% Tesla, 30% VEQT, 5% RBC et 15% via l'or. J'ai pas par contre ce qui est investi dans l'or, c'est la chose qui manque parce que des fois on peut acheter via directement le prix du lingot d'or, des fois on peut investir dans des mines qui produisent de l'or, donc il y a juste marqué 15% dans l'or, donc je sais pas trop. Donc habituellement, en règle générale, ce qu'on voit sur les bancs d'école, on ne veut pas dépasser plus de 10% dans une action individuelle. Parce que, on l'a vu la fois passée, oui, il y a des actions qui peuvent exploser, puis il y a des actions qui peuvent stagner. Amazon est resté pendant des années au même endroit. On le voit avec Intel ou Intel, appelez ça comme vous voulez, compagnie informatique. Si vous aviez mis $10 000 il y a 20 ans, vous auriez $10 000 20 ans plus tard. Alors imaginez le manque à gagner. C'est le coût d'opportunité est impressionnant. Donc le but, c'est de faire attention à ça. 10% dans Google, ça me dérange pas, surtout que c'est des compagnies tentaculaires, donc Google, Amazon, des Tesla, des Apple, etc. Ils voient une compagnie qui pop, une compagnie qui va bien, qu'est-ce qu'ils font? Ils l'achètent ou ils la font fermer. Donc ils sont assez puissants. C'est plus comme avant, à l'époque, on avait une compagnie, une business, une ligne d'affaires. Là, ils sont partout. Ils ont de l'immobilier, ils détiennent des fonds, ils détiennent plein de compagnies similaires dans d'autres pays, des filiales, on l'a vu. J'avais fait une vidéo, je pense, sur Walmart, qu'ils ont une compagnie en Inde qui a pas le même nom que Walmart, qui est spécialement pour l'Inde. Donc, à ce niveau-là, ces compagnies-là sont assez grosses pour bien s'adapter. Donc, le 10% de Google ne me dérange pas. Le 50% de Tesla, moi, personnellement, me dérange. Et là, Tesla, ça fait jaser. C'est vraiment une compagnie avec un CEO qui... On aime ou on n'aime pas, ça nous laisse pas indifférents. Moi, personnellement, je trouve que 50% dans une seule action aussi volatile que Tesla, c'est beaucoup. Est-ce que Tesla va perdurer? Peut-être. Est-ce que Tesla ne va pas perdurer? Je le sais pas. Par contre, je disais ce matin, j'avais eu une consultation avec Jade. Le but, parce qu'elle disait, tous mes amis me disent que son montant d'héritage qu'elle a eu, il faut qu'elle le place rapidement parce qu'elle perd de l'argent. Je lui ai dit non. Oui, techniquement, on devrait placer dès que j'ai de l'argent, je devrais le placer. Mais le but de l'argent, c'est de dormir mieux. C'est pas de se stresser encore plus parce qu'on va perdre 1% de rendement, 2% de rendement. Le but, c'est de bien dormir, c'est de se coucher. Puis dire, hey, tu sais quoi? Je suis content. Aujourd'hui, ça va bien. J'ai dit, ton argent que tu as eu, elle a eu plusieurs centaines de milliers de dollars. Prends le temps. Rencontre un conseiller. Rencontre un autre planificateur financier. Rencontre des gens. Fais pas un choix arrêté parce que je veux vraiment placer mon argent. Tu peux le regretter. Donc, prendre le temps.
personnellement, comme je dis, 50% de Tesla, c'est beaucoup. J'aurais du mal à dormir. Alors, c'est cool je pense qu'il a mis ses chiffres après. Donc, c'est quand même bien. Mais quand même. Ensuite, bon, comme on l'a dit, Tesla, c'est gros. J'avais mis une petite note justement, si on compare à des Intel, BlackBerry, Blockbuster, etc. Il y a un bon rendement. Il me dit qu'il a fait 26% à peu près par année, mais qu'il a dû vendre pour financer un projet perso. Et c'est pour ça qu'il aurait pu faire plus de rendement parce qu'il a vendu un petit peu à perte quand il était sur un down avec Tesla. Donc, c'est pour ça que il fait 26% par an, mais je sais pas, ça fait combien de temps. Puis justement, il marque qu'il vise, lui, son but d'investissement, c'est la liberté. Donc, c'est un peu ça que je reproche, entre guillemets, c'est que si c'est la liberté, combien ça te prend pour être libre? Puis ça, c'est ce qu'un bon planificateur financier devrait vous demander. Combien ça te prend? À partir de combien par mois tu pourrais vivre? On parlait tantôt avec ma blonde, justement, que ses collègues, c'est à peu près 4000 par mois, chaque. Il vivrait bien en retraite. Bon, bah, combien tu as besoin? Est-ce que tu as besoin, justement, d'exploser, d'aller chercher des rendements de 200% pour bien vivre? Bah, c'est là qu'il faut se poser la question. Ensuite, il a du VEQT pour 30%. J'ai fait ma dernière vidéo de podcast, c'est sur les fonds tout en un. Donc, si vous l'avez pas fait, allez le regarder. J'explore justement en particulier VEQT, qui est mieux que 95% de la planète, mais qui pour moi n'est pas forcément 100% optimal. Puis c'est correct. Il y a pas de stress avec ça. VEQT, à peu près 13 000 entreprises dans un seul et unique fonds on a parlé déjà des États-Unis, qui sont au Canada, un petit peu surexposés au Canada, parce que c'est un fonds canadien. Pays émergents, pays internationaux, c'est parfait, c'est 100% actions. On a la déclinaison avec VGRO qui est 80-20, 80 actions, 20% obligations, VBL, VCIP, VCNS. Bref, très bon fonds, bien monté. Donc, moi, 30% de ce fonds-là, c'est très bien. Je suis surpris que François n'ait pas de S&P 500 ou de Nasdaq, mais VEQT comporte quand même dans son top 10 la majorité des titres top de Nasdaq et du S&P 500. Ensuite, il a 5% dans RBC. C'est concentré sur une banque. Il a choisi RBC. Fine, peut-être parce qu'il est avec RBC. RBC est l'une des banques qui fonctionne le mieux au Canada avec la banque TD. Il y a aussi le fonds ZEB. Si jamais François voudrait être plus exposé à différentes banques, parce que peut-être qu'à un moment donné, RBC ne fonctionnera plus ou moins bien, eh bien, pour dire, je vais investir dans le secteur bancaire canadien, mais où aller? Eh bien, ZEB est un excellent fonds qui va viser les 6 banques, puis c'est du equal weight, comme on appelle, donc du poids égal. Donc, c'est que chaque banque pèse à peu près la même chose. Et sinon, si on veut être encore plus large que là, il y a une banque, on peut aller vers les 6 banques en un seul fonds, puis on pourrait aller encore plus large avec XFN, qui est un fonds dans le secteur financier. C'est plus juste les banques, c'est les sociétés d'investissement, comme Brookfield, avec Elbows Up, Mr. Corney, et on a aussi les assurances comme la Sun Life, Manuvie, etc., qui peut être une bonne chose. 5% d'RBC, moi, c'est très bien. Il y a même une stratégie de portefeuille qui est d'avoir 25 compagnies à 5%. Ou 20 compagnies à 5%, ouais, 20 compagnies à 5%. Donc, on choisit 20 compagnies, on met 5% dans chacune, et ça nous donne un portefeuille complet, puis qu'on essaie de le rebalancer au fur et à mesure du temps. 20 compagnies qu'on aime. Donc, 20 compagnies à 5%, donne 100%. Ensuite, il me parle de l'or. Donc, qui à travers FNB. Ok, ça, je n'avais pas lu cette note-là. Donc, bon, l'or, valeur refuge, moi, j'en ai pas personnellement. Est-ce que j'en aurai un jour? Je ne sais pas. Le problème, c'est que l'or ne donne pas de rendement, entre guillemets. C'est-à-dire que Apple va créer de la valeur, va créer des chiffres, va produire quelque chose. L'or, si j'achète 1 kilo d'or que je laisse chez moi, dans 1 an, j'aurai 1 kilo d'or. Apple va avoir produit X nombre de choses, Tesla va avoir produit X nombre de voitures, Amazon va avoir livré et fait X nombre de choses, de colis ou autres. Donc, l'or, c'est un peu différent. L'or, c'est une valeur refuge, mais qui est dans le sens spéculatif. C'est combien tu vas payer pour ça. On pourrait me dire, oui, mais un iPhone aussi, combien tu vas payer pour ça? Mais ça reste quand même beaucoup plus tangible que l'or. Je vous invite à faire des recherches plus approfondies sur l'or. Puis ce que je pourrais faire, c'est un épisode complet avec quelqu'un sur l'or et les métaux précieux. Ça pourrait être intéressant. On a eu une très belle croissance de l'or. On peut pas le nier. Ça va super bien. Donc, 15% dans le secteur de l'or pour François.
super. C'est bien. Il y a un portefeuille qui est quand même bien balancé quand on regarde parce que 30% de VEQT, il y a le Tesla qui me chicote, mais sinon 10% de Google, 5% RBC, 15% d'or. C'est pas dégueulasse. C'est pas quelque chose qui m'effraie. C'est comme ça. Puis il y en a qui tripent tellement sur une compagnie en particulier comme Tesla, par exemple, que c'est pas quelque chose qui m'effraie. Donc, il dit qu'il a fait un bon coup sur Google, qui a pris en un an 52%. Donc, c'est excellent quand même, 52%. Je pense que Stéphane a profité d'un bon boom, de ce que je comprends avec le post-Covid. Mais, comme vous pouvez vous en douter, Tesla, pour moi, est trop concentré. C'est-à-dire que, selon ses connaissances, s'il y a un gros pullback de Tesla, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va dire, tabarnouche, ok, je vends tout? Même si à date, s'il y a un profit, c'est ça qu'il faut regarder jusqu'où ça va aller. Puis c'est pour ça que quand on investit dans des actions individuelles habituellement, j'aime dire avant même d'acheter, je devrais me dire c'est quoi mon prix d'entrée, donc le prix d'achat, jusqu'où je suis prêt à aller pour perdre, puis juste ça va être quoi mon gain. Pour des fonds négociés en bourse et tout, non, c'est des gros fonds communs, on peut laisser notre argent dedans, mais si on veut faire des coups plus spéculatifs avec des compagnies individuelles, c'est mieux de se dire j'achète à 100 dès que j'ai perdu X nombre de milliers de dollars ou X nombre de centaines de dollars. Je suis mieux de laisser ma perte. Et à l'inverse, quand est-ce que je vais me dire, j'ai fait le tour avec Tesla, parce que ça reste des compagnies changeantes. Ça reste des compagnies avec des nouveaux CEO, avec des fois des nouvelles tangentes, des compagnies qui se réinventent. Donc, pour moi, je pense que c'est bien de faire ça. Puis, je pense que c'est une chose que les marchés nous ont appris, c'est que ce qui monte très très vite peut redescendre aussi vite. Et même chose avec l'argent, les gens qui ont fait de l'argent très rapidement, souvent vont le reperdre aussi rapidement. Donc voilà, en gros, François, vraiment, je pense que tu as été bon tôt, tu as investi tôt et régulièrement. Tu as un CELI qui est presque plein selon ton âge, selon moi, si tu as 33 ans. Donc c'est super bon. Et puis voilà. C'est pas mal ça que j'avais à dire. Les amis, je vous laisse. Je sais pas ça fait combien de temps, mais si jamais vous avez des questions, si jamais vous voulez discuter de votre portefeuille ou autre business, comme j'ai dit tantôt, j'ai fait un appel, une consultation avec quelqu'un où est-ce que je lui ai expliqué l'avance d'actionnaire. La personne capotait, elle avait jamais entendu parler de ça. Des fois, je fais une petite consultation de 30 minutes, puis au bout de 10 minutes, on pense qu'on a fini. Puis finalement, je vais sur mon Questrade, puis là, je lui montre plein de petits trucs qui pourraient modifier. Donc, bref, investissez en vous. Et puis, je reste disponible si jamais au besoin. Donc, je vous souhaite une belle journée et à bientôt.